Dimanche 21 septembre 2025, JDD a le plaisir de recevoir sur le plateau un invité de marque à la personne du docteur Seydou Bokoum. Seydou Bokoum est un pur produit de l'université américaine, mais qui aujourd'hui officie à l'université de Dakar. Et il est vice-président, directeur scientifique au LAREM, donc c'est le laboratoire de recherche en économie, de recherche économique et monétaire. Monsieur Bokoum, bonjour. Bonjour, M. Ndiaye, et merci de l'invitation. Vous avez la particularité d'être un chercheur atypique, en ce sens que une bonne partie de votre éducation, de vos recherches, vous les avez faites aux États-Unis. Il m'a semblé même peut-être que le baccalauréat, vous l'avez obtenu aux États-Unis. Non. Si bien donc que vous êtes un peu acclimaté aux États-Unis, vous vous êtes un peu affirmé dans ces universités avec des formations en finance à l'université de Yale, une formation en persuasion et en influence à l'université de Harvard, et aussi une formation en cybersécurité à l'université de Delaïde. Je crois que ce parcours renseigne un peu effectivement sur le profil que vous dégagez, mais en même temps aussi vous avez touché un peu à tout, à l'énergie, au pétrole et gaz, à la science politique, avec un certain Yann Shapiro qui était sans doute un de vos professeurs, parce que Yann Shapiro que j'ai eu le bonheur de rencontrer aussi dans mes pérégrinations américaines. Si on campe un peu le sujet, en raison effectivement aussi de votre parcours, mais en même temps de votre observation des dynamiques de progression des pays, avec le recul, quelle lecture pouvez-vous faire de l'économie sénégalaise? Ok, merci d'abord et je remercie vraiment pour l'invitation et je salue tes téléspectateurs. Bon, vous savez, il faut que nous comprenions une chose, que le Sénégal est un pays démocratique. Et la démocratie, c'est une politique. Mais derrière chaque politique, il y a un modèle économique. Qui sous-tend ou bien qui est un sous-bassement. Donc, on ne peut pas parler de démocratie sans modèle économique. Et ce qu'a dit Fukuyama, Francis Fukuyama, quand on a dit qu'il n'y a plus qu'un seul système, avec l'effondrement du mur de Berlin, la fin de l'histoire, la fin, il a dit qu'il n'y a qu'un système, c'est le système démocratique. Et à partir de ce système-là, il fallait trouver un modèle économique. D'où le consensus de Washington. Oui. Ce modèle économique créé par la Banque mondiale et l'FMI, c'est ce modèle que nous avons toujours. Donc le modèle économique n'a pas encore changé. Par conséquent, c'est toujours la même chose. On sera toujours dépendant du FMI, de la Banque mondiale, de ce même système néolibéral qui a existé depuis, la décision du mur de Berlin. Aucun régime, même les régimes qui se sont succédés au Sénégal, ne viennent pas avec quand même une certaine touche qui est de leur propre inspiration. Pour faire une touche, il faut au moins savoir, connaître qu'est-ce que vous avez, comment le changer. Le modèle est toujours le même. Et comme disent les Américains, we never change la chose, le statu quo. On toujours vit dans ce statu quo. Et we need to challenge the statu quo. Depuis que le Sénégal est Sénégal, on a toujours le même modèle, le modèle néolibéral. Et tant qu'on vit toujours dans ce modèle néolibéral, mais on aura toujours la même chose. Ok, une chose beaucoup plus simple. Quand on est d'inspiration néolibérale, ça suppose qu'au moins quand même, il y ait des forces d'entrain. Autrement dit, on dit il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a peut-être aussi l'industrie, et il y a maintenant l'économie du savoir aussi. On va y arriver. Mais donc tous ces éléments-là, c'est des éléments qui, quand on les agrège, définissent ou donnent un visage nouveau à une économie selon peut-être maintenant ceux qui sont... il faut savoir quel est le rôle de l'État dans l'économie. C'est le problème. C'est ça. Dans l'économie libérale, l'État n'a presque pas de rôle. Et ce désengagement de l'État, l'État ne vit que de taxes. Cet État ne va jamais, jamais au monde se développer. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé avec des taxes. Ça n'existe pas. Il faut deux leviers.
la création monétaire et les taxes. Si un pays n'a pas la création monétaire et ce pays veut vivre que de taxes, mais ce pays ne va jamais se développer. Un. Secondo, le désengagement de l'État. L'État ne fait pas de bénéfices. L'État ne doit pas se désengager. Donc la richesse de l'État devrait provenir d'où? Soit de la création monétaire, oui. Soit comment dire, des projets de l'État qu'il fait et qui gagne des dividendes, genre, comment dirais-je, le pétrole, oui. On a des dividendes du pétrole. Mais si on a des dividendes du pétrole, on a des taxes et on a de la création monétaire, là, l'État pourra souffler. Ce qui n'est pas encore le cas. Jusqu'à présent, qui n'est pas le cas pour nous. Mais la rupture, si elle devrait s'opérer de quelle manière selon vous? Pour moi, la première des choses qu'on devait faire, on devait revoir les critères de l'UEMOA. Les critères de convergence? De convergence de l'UEMOA. Okay. Pourtant, le Premier ministre l'a dit à l'Assemblée nationale. On doit revoir les critères de convergence de l'UEMOA. Elles ne sont pas adaptées à nos réalités. Et elles ne sont pas économiques aussi. Les critères de l'UEMOA ne sont pas économiques. Elles sont politiques. Okay. Donc, il faut que les gens sachent que ce sont des critères purement politiques, qui n'ont rien à voir avec l'économie, qui ont été copiés de Maastricht. Oui. Donc, tu vois, plus un consensus hérité du FMI de la Banque mondiale, et ça fait vraiment quelque chose que... Il faut, ce pays-là, il faut que nous ayons les assises de l'économie. Bon, une fois qu'on... donc, il va être difficile de caractériser un peu l'économie sénégalaise. De la même manière, peut-être aussi l'économie ivoirienne. Mais quand on met les deux économies justement en parallèle, on s'aperçoit quand même que les Ivoiriens, quoi qu'on dise, et quel que soit peut-être l'environnement dans lequel baigne l'économie, elle est quand même un peu dans l'impulsion, elle est un peu dynamique. On la voit peut-être qui nourrit des ambitions. On la voit également peut-être qui agrège des facteurs de réussite et on la voit également qui redéfinit un peu peut-être ses critères de performance en se fondant sur peut-être les ressources internes de la Côte d'Ivoire. Ouais, le Sénégal aurait pu peut-être s'inspirer de ce modèle à défaut d'inventer son propre modèle, non? Ah, mais il faut faire une chose aussi. Leur balance commerciale est excellente, alors la note elle est déficitaire. C'est ce qui fait leur force. Secondo, les Ivoiriens, ce qu'ils mangent, ils le cultivent. Ils le cultivent, ils le produisent. Ils le produisent. Donc ces deux critères font qu'ils sont en avance. Et troisième chose aussi, ils ont des avantages de la BCEAO. Hein? Le crédit est plus facile en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. Et on est dans le même cadre de l'UEMOA. Ça sont les choses à revoir aussi. Hein? Il est plus facile d'avoir un crédit en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. C'est une politique je sais pas comment incitative ou quoi? Je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout le monde sait qu'il est plus facile d'avoir un crédit en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. Oui, mais le même crédit qui s'octroie à Abidjan est le même qu'à Dakar, non? Normalement, parce que c'est le même taux directeur. C'est le même taux directeur. C'est les mêmes banques, mais... C'est les mêmes taux de base. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il faut que nous sachions une chose. Bon, on a la même politique monétaire. Parce que la politique monétaire, ça fait dans l'UEMOA. Par exemple, oui, c'est la banque définie. Ouais. Donc, bon, c'est comme ça. Mais sinon, même si la Côte d'Ivoire va mieux que le Sénégal, mais c'est toujours le système néolibéral. D'accord. Restons un peu dans le système néolibéral, mais de façon beaucoup plus concrète. L'économie réelle n'est plus peut-être la chose la plus privilégiée par le consensus de Washington. On a senti peut-être une accentuation justement de la financiarisation de l'économie. N'y voyez-vous pas un danger? Oh, répétez votre question, s'il vous plaît. Sur la financiarisation de l'économie. De moins en moins, on s'aperçoit que les gens insistent sur l'économie réelle. Peut-être ce qui est le cas en Côte d'Ivoire, les moins dans la plupart des perspectives qui s'offrent à nous. C'est-à-dire, de plus en plus, c'est les banques, les grands établissements financiers qui interviennent justement dans l'économie. Alors que peut-être il y a des banques de développement, des banques qui se consacrent effectivement à l'essor de l'industrie, qui se consacrent à l'essor de l'économie, mais qui ne sont plus peut-être à ce niveau d'impulsion. Est-ce que, moi c'est une question que je me pose, est-ce qu'il y a des banques on a des banques? Est-ce que nous avons des banques? C'est une question que je me pose. Nous avons au moins une trentaine de banques à Dakar. Oui, banques qui prêtent à qui? Bonne question.
Toujours en mode. C'est un problème qu'on doit se poser. Je vais prendre le cas du Sénégal. Nous avons 9 millions de personnes qui sont dans le secteur actif, dont 300 000 qui sont dans le privé et 150 000 qui, sont qui travaillent avec le gouvernement. Ce qui veut dire donc 500 000 personnes. Seulement ces 500 000 personnes ont accès au crédit parce qu'ils ont des garanties. Le boy de Colobane, il ne peut pas avoir accès au crédit. Autrement dit, l'économie sénégalaise n'est pas bancarisée. Il a fallu comment dirais-je, le mobile money pour que la bancarisation passe de 23% à 60%. Ça montre donc qu'il y avait une faiblesse quand même. Évidemment, évidemment. Et pourtant, les banques sont surliquides dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le modèle que nous avons est adapté à nos réalités? Si je vous retourne la question, c'est quoi? Est-ce que... Non, le modèle n'est pas adapté. Le modèle n'est pas adapté. Parce que tu sais une chose, la première des choses que nous n'avons pas essayé de faire, c'est de titrifier nos avoirs. Les champs, les maisons, les vaches et les bœufs. Tout ce sont des titres qu'on pouvait échanger, qui sont des actifs. Mais nous ne l'avons pas fait. Regarde tous ces paysans qui ont des terres, tous ces fermiers qui ont des bœufs, des moutons, et qui ne peuvent pas avoir de prêt bancaire. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été titrifié. Donc notre principal problème, c'est un problème organisationnel. C'est un problème organisationnel. Que nous avons. Que nous avons. Mais la règle de solidarité au niveau de la région, dans les institutions de l'UEMOA, ça pouvait faire peut-être bon que certains pays qui souffrent d'un certain déficit d'organisation peuvent se rabattre justement sur d'autres pays qui ont quand même une certaine longueur d'avance. Tu dois revenir à ce que je t'ai dit. Oui. Il faut qu'on revoie le modèle de l'UEMOA. C'est bon que nous ayons une banque ensemble, que nous ayons des devises ensemble, mais que ça serve à tout le monde aussi. Et que, de la façon que tout pays se voit dans ce modèle-là. Et je donne un exemple. Si l'UEMOA faisait ce que fait la Banque centrale du Ghana, du moins, aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème. Que fait le Ghana? Mais elle achète l'or. Et cet or lui a permis de régler le problème de sa dette. C'est un pays aussi producteur d'or. Regarde ce que produit l'UEMOA en matière d'or. Entre le Mali, le Burkina, oui. la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Oui. Cette masse d'or qui peut atteindre approximativement vers les 200 tonnes. Annuellement. Mais regarde cette masse. Regarde cette masse qui était propriété de la BCEAO. La BCEAO serait une des premières banques africaines. Et même, il pourrait concurrencer les banques européennes. Parce que ça pourrait servir de collatéral, de garantie. La Banque centrale, quand même, elle est puissante, institutionnellement parlant, et même de par ses réserves, et même aussi par peut-être, bon, voilà, le taux de change. Elle a quand même des instruments. Non, il faut qu'on se parle. Mais non, est-ce qu'elle n'est pas timide? Est-ce qu'elle n'est pas non, attends, il faut qu'on se parle. Ouais. C'est une banque complémentaire à la Banque de France. À la Banque de France. Ok. Parce que le français est complémentaire à l'euro. Donc, il y a beaucoup de choses. Parce que c'est l'euro qui supporte un peu peut-être le CFA. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire. Oui, elle est limitée. Puisqu'elle ne peut pas être le prêteur de dernier recours. Et tout État a besoin de prêteurs de dernier recours. Okay. Donc, elle a ses limites. Et tout ça, c'est à cause de l'UEMOA. Donc, il faut qu'on revoie l'UEMOA. Mais une partie de la presse s'est fait l'écho récemment, peut-être de l'initiative prise par le gouverneur de la Banque centrale, d'intercéder en faveur du Sénégal auprès justement des institutions de Bretton Woods. Ouais. Est-ce que là n'est pas peut-être un rôle d'impulsion quand même de la Banque d'émission? Vous savez, les institutions de Bretton Woods, ils n'ont jamais développé un pays au monde. Okay. C'est quoi? C'est un pays qui est malade, qui a besoin de perfusion, et ils viennent pour perfusionner. C'est ce qu'ils font, ce qu'ils ont toujours fait. Quand un pays est malade, il sait qu'il est malade,
Ils viennent pour perfectionner. Et la perfection, c'est pourquoi seulement? Pour pouvoir aider ce pays à payer sa dette. Mais ils ne développent personne. Puisque le problème, c'est quoi? Ce n'est pas de l'économie qu'ils font. C'est un programme bien établi pour pouvoir nous mettre dans les conditions que nous avons et nous prendre nos matières premières. Et le reste, tout le monde sait c'est quoi exactement. Ok. Jeudi du dimanche, je reçois donc le docteur Seydou Bokoum, directeur donc de recherche au laboratoire de recherche économique et monétaire. Monsieur Bokoum, je pense que cette semaine également, le Sénégal a abordé un aspect extrêmement important par le biais justement du Parlement, avec le vote d'un projet de loi concernant donc le code des investissements. La lecture que vous en faites ouvre une nouvelle perspective ou bien peut-être, bon, qu'est-ce qui va se passer? Sincèrement, c'est une très bonne chose. Ouais. C'est une très très bonne chose et félicitations au Premier ministre pour l'idée. Mais il y a un mais. D'abord, arrêtons-nous sur c'est une bonne chose. En quoi c'est une bonne chose? Ok, inciter les gens à venir investir dans ton pays, c'est vraiment une bonne chose. Faciliter les gens pour qu'ils viennent investir, faire tout ce qu'il faut pour que les gens sentent que vraiment on peut mettre notre argent au Sénégal, ça c'est vraiment une bonne chose. Ne s'agit-il pas aussi là un moment quand même de réveiller aussi le potentiel d'investisseurs qu'il y a au Sénégal? Oui, mais attends, les investisseurs sénégalais, quel que soit Alpha, ils habitent ici. Oui. Ils doivent investir ici, normalement, s'ils sont patriotes. Mais dire aux étrangers de venir... Tu sais, la Chine a reçu au moins plus de 500 milliards d'investissements entre étrangers entre 2001 et 2010. Ouais. Donc, ce que veut dire, et pourtant la Chine, c'est un grand pays. Donc, l'investissement étranger, c'est la bienvenue. Mais il faut aussi régler certains préalables. Le premier sont les infrastructures. Okay. Il faut régler le problème des infrastructures. Parce que le gars qui vient, certes, le Sénégal est un pays démocratique, là, il y a la stabilité, il y a tout. Mais s'il n'y a pas les infrastructures, les gens ils vont pas investir de leur argent. Parce qu'il y a deux critères que les investisseurs regardent. Les infrastructures, premier. Secondo, le capital humain. Oui, les compétences, les talents, les qualités, les qualifications. C'est ces deux choses qui sont primordiales dans tout investissement. Les infrastructures et le capital humain. Mais ils sont informés quand même, non, les investisseurs? Ils ont quand même... évidemment. Oui. Et tu sais, la Banque mondiale fait des études sur ça et donne des données aux investisseurs. Oui. Vous savez, ce monde-là, les gens savent ce qui se passe. Hein? C'est un village. Merci. C'est un village. Maintenant, si les gens disent que le Sénégal est attrayant, ok. Mais est-ce qu'on a les infrastructures et le capital humain? Si on arrive à régler ce problème-là, le capital humain et les infrastructures, je pense qu'il y aura beaucoup d'investisseurs. C'est pour cela, moi j'aurais préféré que ce mandat-là soit consacré à trois choses. Un, régler le problème de quoi? Le plus grand problème des Sénégalais, c'est la pauvreté. Qu'il faut éradiquer ou réduire... mais ça fait partie des comment dirais-je, des ODD. Oui, des objectifs de développement durable. Les bourses familiales, il fallait les amener à 1 million. C'était un filet de sécurité. Oui, filet de sécurité. Et de survie même. Si tu règles le problème du maillon le plus faible de la chaîne va se stabiliser. Il fallait régler le problème des bourses familiales. Augmenter de 100 000 à 1 million de bourses familiales. Secondo, régler le problème de la santé et régler le problème de l'éducation. Pour moi, c'était ma vision pour le premier mandat. Là, c'est un économiste quand même à un accent social qui parle. Mais, et je dis pourquoi. Un Français sur 3 est aidé par son gouvernement. Un Américain sur 3 est aidé par son gouvernement. Ce qu'on appelle food stamp. Un Chinois sur 3 est aidé par son gouvernement. Le maillon le plus faible de la chaîne doit être toujours supporté par l'État. C'est ça le rôle de l'État. Mais maintenant, c'est au niveau de la finalité que les différences interviennent. Ouais. Si vous prenez le français, l'américain ou l'allemand,
l'idée qui sous-tend l'aide qui lui est apportée, c'est peut-être de s'en sortir. De sortir de cette pauvreté-là et puis peut-être de redécoller. Alors que peut-être, bon, dans notre pays, on a tendance à croire effectivement que d'abord, c'est une aide qui est permanente, à la limite même éternelle, et qu'en vérité, elle n'a pour finalité simplement que d'assister justement la personne. Maintenant, c'est ça où est le problème. La nouvelle façon est que l'aide sera permanente. Oui, c'est ce qu'on appelle universal income. Okay. Et c'est ce projet est en train d'être piloté aux États-Unis. Parce qu'ils savent que l'intelligence artificielle va faire perdre aux gens beaucoup de boulot. Oui. Et que beaucoup de gens vont rester chez eux. Maintenant, on appelle universal income. Qu'ils vont essayer de mettre en place. Lors de Covid, ils l'ont essayé. Il y a des programmes aux États-Unis, il y a des programmes en Espagne, il y a des programmes en Allemagne sur ça, pour que quand l'intelligence artificielle va prendre vraiment le dessus sur pas mal de choses, comment faire pour que les gens soient et de l'argent tout en restant chez eux. Ça, c'est une projection peut-être à moyen terme. Ouais, ça va arriver bientôt chez nous. Mais pour le moment, oui. Si eux, ils projettent cela, nous, qu'est-ce que nous devons faire, nous? Nous qui, les gens vivent vraiment cela au Sénégal. Les gens, le principal problème de ce pays, c'est le margin, c'est le quotidien. Et le pouvoir qui va arrêter le quotidien va régler ce pays. Mais moi, j'allais vous voir maintenant insister sur, peut-être, bon, à la limite de dire, bon, on développe l'agriculture, on la machinise. C'est-à-dire qu'on permet peut-être, bon, à une industrie agricole de s'implanter pour peut-être, bon, augmenter les surfaces emblavées, augmenter peut-être, bon, voilà, la machinerie, augmenter peut-être, bon, les intrants, permettre peut-être à de larges superficies d'être maintenant intégrées dans les projets agricoles. Moi, je suis contre. Je vais te dire pourquoi. L'agriculture sénégalaise, elle est vivrière. Elle n'est pas une agriculture d'exportation. C'est une agriculture vivrière. Il faut changer ce truc de l'arachide et cultiver du riz pendant la saison des pluies, pendant les 90 jours. Faire comme le Mali. Ils font 5 millions de tonnes de riz. Ils n'ont pas de problème de riz. Du riz paddy. Ils n'en importent plus. Ouais, ils n'en importent plus. Ils font du paddy. Alors, il faut qu'on arrête l'arachide et que nous faisons du riz pendant la saison des pluies. Qu'on règle ce problème-là. Ce sont des choses qu'on doit régler. Et secondo, moi, je ne suis pas pour la politique sectorielle, ça se passe au niveau étatique. Je suis pour toutes les politiques sectorielles, ça doit se faire dans les communes. On décentralise. Mais les gens de Guédiawaye connaissent mieux le problème de Guédiawaye que la centrale. Le problème de Aérao où tu habites. Aérao. Oui. Les gens de Aérao le connaissent mieux que le gouvernement. Tout à fait. Donc la commune de Aérao doit faire tout ce qui est commune politique, oui. Sectoriel, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire, tout soit décentralisé au niveau des communes. Oui. Et vous parlez de paddy, donc dans la zone. Oui, voilà. Et comme ça, les gens de la commune savent s'ils ont besoin de forage, d'hôpital ou d'école. Hein? Et qu'on les amène, un inspecteur des impôts qui va être là-bas, travailler avec eux sur ce projet-là. Après, à la finalisation, l'État central va financer ce projet. Dans le budget. Moins d'État, mieux d'État. Plus d'efficacité. Plus d'efficacité. Ok. Quand on reste un peu peut-être bon sur voilà, les moyens peut-être de faire décoller l'économie, insistons un peu quand même sur un aspect. On a vu que le nouveau gouvernement a plus procédé par des appels publics à l'épargne pour soit se financer ou bien renflouer justement la trésorerie de l'État. Ces instruments vous paraissent-ils pertinents pour peut-être bon, encourager l'État à toujours procéder de la sorte ou bien faut-il inverser un peu? Mais c'est le seul instrument que nous avons. L'État n'a que ça. Taxe. Non, la Banque centrale peut jouer ce rôle. Ah, mais elle ne le fait pas. Et la Banque centrale n'est pas de prêteur de dernier recours dans ce pays. Donc qu'est-ce que l'État peut faire? Emprunter. Faire des obligations. Oui, mais c'est-à-dire que l'État peut emprunter, mais quand on voit la récurrence, n'est-ce pas, de l'emploi. D'abord de l'emploi, mais aussi de s'adresser à des marchés financiers. Ouais. À un moment donné, peut-être bon, ça peut vicier un peu le type de rapport que l'État peut entretenir donc avec les secteurs privés. Tandis que la Banque centrale aurait pu simplement être celle-là. Oui, mais parce que même quel que soit Alpha, si l'État voulait de l'argent, il doit faire des obligations. Oui. Ces obligations sont achetées par les banques commerciales ou les institutions financières. Oui.
Après ces institutions financières, elles vont le prendre comme actif et le déposer à la Banque centrale. Oui. Donc, quel que soit alpha, c'est le système qui est mis en place et on ne peut pas le changer. Et il faut savoir qu'une fois que l'État émet une obligation, oui. Une fois, il y a une société de gestion intermédiaire, un SGF qui va intervenir. Une SGI. Ouais. Il faut aussi que le comité, au niveau de l'UMOA, l'accorde, oui, et que ça soit décrété sur le journal. Donc, il y a toute cette procédure qu'on doit prendre, donc la BCEAO est derrière. Tout à fait, d'une certaine façon. La BCEAO est derrière, toutefois. Oui. Donc, une fois que l'obligation est émise, le seul problème que nous n'avons pas de BFI, des banques de financement et d'investissement. Donc, exemple, si nous prenons le diaspora bond, je pense que si Mujomba, c'est... On va y arriver tout à l'heure sur les diaspora bond. Okay, mais un moment quand même peut-être bon sur les obligations, les emprunts obligataires. Vous avez l'occasion peut-être bon, d'expliquer à quelques-uns de nos compatriotes, parce qu'ils étaient émus de savoir que des Maliens et des Ivoiriens avaient acheté justement la dette sénégalaise. C'est normal, c'est du oui, mais il faut le leur expliquer pour qu'en fait, ils n'intériorisent pas une honte qui n'en est pas. Mais ce n'est pas une honte. Mais ils l'ont considéré comme ça et ils en ont fait peut-être, bon voilà... Non, parce que vous avez une seule banque centrale. Oui. Et cette banque centrale, c'est du CFA. Les Ivoiriens, ils ont du CFA. Mais c'est normal que les obligations du Sénégal soient achetées par les Maliens ou par... C'est tout à fait normal. C'est la chose la plus normale au monde. Et très certainement même, les Ivoiriens et les Maliens sont beaucoup plus... ils sont beaucoup plus en avance. Mais le problème, c'est quoi? Si ce n'était pas sûr, ils n'allaient pas lâcher. Et ils gagnent de l'argent. N'est-ce pas? En ce moment, les gens ne savent pas. Oui. Beaucoup de gens gagnent de l'argent sur les terrains du Sénégal en ce moment. Parce que ce sont des bons à maturité. Vous voulez dire que d'abord, la signature du Sénégal est une signature voilà, crédible. Crédible. Et ensuite, peut-être que bon, voilà, la valeur est une valeur aussi... voilà. Et surtout, c'est alléchant. Et les taux sont très bons. Oui. Et la maturité, c'est 6 mois, des fois 1 an. Mais... Qui ne veut pas acheter quelque chose et dans 6 mois recevoir ton argent et gagner 6%? Mais c'est pas paradoxal quand même que l'État du Sénégal émette des obligations et que ce soit d'autres, enfin je n'ose pas dire des étrangers, parce que les Ivoiriens et les Maliens sont dans le même cadre que nous depuis mois. Ouais. Mais qu'ils soient au-devant par rapport aux Sénégalais, ça ne vous inquiète pas? Non, mais parce que c'est une culture aussi. Sûrement, oui. C'est une culture aussi. Les Sénégalais ne sont pas réveillés en matière de placement. En matière de placement. Ouais, ils ne sont pas réveillés. C'est une culture aussi. La bourse est en Côte d'Ivoire aussi. Oui, oui, et surtout aussi, bon, est-ce que les banques sénégalaises communiquent avec le client que nous avons des obligations de l'État du Sénégal que nous a... Et moi, c'est le problème que j'aurais avec les diaspora bonds. Alors, vous avez par 2 fois anticipé donc sur les diaspora bonds, mais allons-y. Sur les diaspora bonds. C'est un peu peut-être bon, voilà, le prolongement sans doute voilà, des obligations de placement effectivement de la dette sénégalaise. Mais l'idée c'est de montrer qu'en vérité nous entrons justement dans un nouveau cycle de financement de notre économie, par le biais sans doute des épargnants, par le biais sans doute des investisseurs potentiels, par le biais aussi de ceux qui détiennent des moyens et qui ne savent pas où les orienter. À la limite même peut-être ce nouveau champ qui s'ouvre est un champ qui à la fois peut intéresser mais susciter également une certaine... peur, un peu d'angoisse. L'économiste que vous êtes, monétariste de surcroît, est-ce que vous avez peut-être des moyens de convaincre les Sénégalais qu'en vérité, ces nouveaux types de placements sont les bienvenus parce qu'effectivement, ça ouvre des horizons, mais en même temps aussi, peut-être bon, ça enrichit ceux qui s'y adonnent? Oui, vous savez, le vrai problème dans ce pays, c'est qu'elle est plus ou moins religieuse. Autrement dit, elle est plus ou moins religieuse. Le problème? Ouais. Donc c'est une entrave? C'est une entrave. Elle est plus ou moins religieuse. Parce que la religion interdit peut-être... Bon, voilà. Et c'est un problème qui est vraiment très compliqué. Et complexe même. Et complexe même. Mais si on avait réglé ce petit problème-là, les Sénégalais seraient prêts à investir pas mal d'argent sur ces bons-là. Et l'aspect religieux fait que, je dirais, bon, on me l'a toujours dit, quoi. Moi, je ne crois pas. Et personne, je le dis, personne ne pourra le démontrer.
que c'est haram. Mais puisque des gens parlent une langue arabe, qu'ils traduisent comme ils veulent, oui. Et ils font croire aux gens que c'est... Donc il y a des non-dits. Beaucoup de non-dits qui font que les Sénégalais sont sceptiques sur certaines choses. Or, c'est rien, c'est des choses naturelles. S'il n'y a pas de problème. Alors, je rappelle que le Dr Seydou Bokoum est un Sénégalais qui a fait ses études aux États-Unis. Je pense même le baccalauréat, il l'a eu effectivement aux États-Unis. Donc, voilà, il a eu une vision assez ouverte par rapport à ce que ses compatriotes auraient pu peut-être avoir vis-à-vis justement de nos réalités, qui sont des réalités quand même un peu voilà, séculaires aussi. Hein. Il faut le percevoir comme ça. Ouais. Mais maintenant, est-ce qu'il y a moyen de débloquer un peu peut-être ce facteur oui, il faut mettre le débat sur la table. Il faut mettre le débat sur la table. Et surtout, dire que pour moi, c'est... Le seul problème majeur, ce serait quoi? Que l'appropriation par les Sénégalais de ça. Puisque, bon, la société qu'il a fait, elle n'est pas multinationale, elle n'est pas une grande banque, donc elle n'a pas beaucoup de ramifications à travers le monde. Donc elle va utiliser que les banques de correspondance, soit BNP Paribas, JP Morgan, Ecobank en Afrique, pour pouvoir dire à ses clients sénégalais que nous avons des obligations, si vous voulez les acheter, pour faire de l'investissement. Donc la diffusion, c'est là où je me pose le problème. La Banque de l'Habitat du Sénégal avait expérimenté un peu aussi ce plafond-là. Et je crois qu'eux aussi, peut-être... Bon, voilà, moi, c'est là où je m'étais dit. Pour moi, si le gouvernement voulait vraiment faire cela, la première chose, c'est faire une banque de financement et d'investissement. Prendre toutes les banques que nous avons, la regrouper à une grosse banque. Oui. Et à partir de cette grosse banque, c'est vraiment une très grande banque de financement et d'investissement. Prendre la Banque de l'Habitat, la Banque agricole, la Banque de... Le foncier, la BNDE, et tout ça, les regrouper dans... Ça ne joue pas le jeu, non, prendre toutes ces banques, les regrouper dans une seule banque. Ok. Pour en faire une banque une grosse banque puissante. Oui, à partir de cette banque-là va porter le méthode, comment dirais-je, le diaspora bond. Genre BNP Paribas, créer un nouveau genre BNP Paribas ou JP Morgan, genre sénégalais. C'est un peu innové. Innové. Il fut des temps où on disait que l'économie sénégalaise était sous-bancarisée, il y a 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup disent également qu'il y a un surplus de banques dans le pays, mais pour autant l'économie ne décolle pas. C'est-à-dire que les vrais acteurs de l'économie ne sont pas soutenus par les banques pour des raisons qui sont liées sans doute à leur perception très aléatoire de l'évolution de notre propre économie. Mais je le dis carrément, le banquier sénégalais, il est archaïque. Il est archaïque. C'est une réalité. On n'a pas de banquier. Ils ne prennent pas de risques. Et le propre du banquier, c'est de prendre des risques. Ils ne prennent pas de risques. Ils ne prêtent qu'aux riches. Le petit gorgorou regarde, je donne un exemple pratique. Combien de Sénégalais sont des chauffeurs de Yango? Des jeunes qui travaillent chaque jour, qui arrivent à payer leur Yango, mais qui n'ont pas de banque où ils peuvent aller pour leur financer une voiture neuve. Pourquoi on va demander des garanties? Alors que son boulot, déjà, c'est garanti, puisqu'il verse chaque jour de l'argent. Mais nos banques ne prennent pas de risques. Okay. Et l'État aussi ne joue pas son rôle dans ce truc-là aussi. Dans le rôle d'impulsion. De dire, oh, hey, banquier, ces jeunes Sénégalais-là, parce que ce jeune-là, tu fais de lui, c'est un entrepreneur. Une fois qu'il a fini de payer sa voiture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter une maison. Il va acheter des télévisions. Il va tout acheter pour avoir une vie décente. C'est le fort des Américains. Mais la confiance, vous en faites quoi? Mais c'est ça. Le problème, c'est quoi? Oui. C'est l'État qui doit se positionner comme garantie pour ces gens-là. Okay. Et surtout, laisser un promoteur lui donner le pouvoir d'avoir 200 voitures, 300 voitures, qu'il emploie des jeunes, les paye 150 000 francs. Ces choses-là doivent cesser dans ce pays. Okay. Ces choses-là doivent cesser dans ce pays.
Parce que même pour régler la question du financement par les banques justement de ces petites et moyennes entreprises ou bien ces petites unités, moi je pense que l'ossature c'est la confiance. Souvent peut-être bon, il y a des banquiers qui disent bon voilà, vous financez un jeune de 25 ans, vous n'êtes pas sûr si le lendemain peut-être bon il ne prend pas le large. Bon, un autre dira peut-être que bon oui, généralement ils sont aussi souvent dans la bamboula, c'est prendre une femme ou une deuxième ou une troisième. Donc il y a des facteurs sociaux qui incite un peu les banquiers peut-être bon, à regarder autrement les acteurs de l'économie sénégalaise. Savez-vous combien d'argent Visa a perdu pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui? Très bien. Combien de millions de dollars Visa a perdu pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui? C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut risquer. Alors, apprendre ses erreurs. Et ce n'est pas tous les Sénégalais qui vont partir. Ouais, il y a des gens qui vont rester et travailler. Il y a toujours des risques. Même sortir d'ici, c'est un risque. Je peux être renversé par une voiture. Ouais. Mais alors, tu sais, le problème c'est quoi? Il faut que l'État dise aux ces banquiers-là, financer ces jeunes-là. Tout jeune qui va acheter une voiture. Et tu sais, on les connaît. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le système. Ils ont leur permis de conduire. Ils font du yango. Mais aidez-les à avoir des voitures. Pour ceux qui veulent... avoir des voitures. Et la voiture, et les jeunes, tu le payes en 3 ans. C'est-à-dire que vous donnez l'exemple de Yango, mais vous ne vous limitez pas simplement à cela. Ça peut être d'autres jeunes. D'autres choses. Et tu sais, il faut que les jeunes aient accès au crédit. Il faut maintenant une politique du crédit également. Du crédit, c'est important. Et qu'on ne dérage pas avec ces trucs d'employabilité. Il n'y a pas de problème d'employabilité au Sénégal. Regardez les jeunes qui prennent, qui vont aux États-Unis. Dès arrivés, ils travaillent. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'employabilité? Sans doute, l'économie, elle est ouverte. Mais parce que tu sais une chose, c'est normal. Dafa am benn wax bu ñu wax borom butigu mbagg bu ne magasin moo nekk ci xelam. Oui, il aspire à. C'est ça. Oui, et pour aspirer à ça, il faut quoi? Il faut donner du crédit. Accès au crédit. Oui, mais sûrement aussi, je ne défends pas les banquiers, mais sûrement aussi le crédit ne se distribue pas comme ça à la queue. Oh, mais ça doit être distribué. Aux États-Unis, ça c'est distribué. C'est la base de confiance. Évidemment, parce que le problème c'est quoi? Il y aura toujours des brebis galeuses. J'ai même appris qu'aux États-Unis, on privilégie même ceux qui ont échoué. Parce qu'en vérité, on peut apprendre beaucoup de leurs échecs. Et ensuite, ils sont écoutés peut-être même dans les universités, ils sont écoutés dans les grands établissements, ils sont écoutés même à la bourse, dans les médias. Mais si on n'échoue pas, on ne progresse pas. Mais c'est... On tire des enseignements. Mais c'est comme ça. Des échecs. C'est comme ça. Et le monde ne s'est pas fait en un seul jour. Alors, sans transition, si on va maintenant à la diaspora bonne, vous êtes assez optimiste? Je suis optimiste que le seul problème qui va se poser, c'est la communication. Oui. Comment les gens sauront que... Et puis bon, il y a beaucoup aussi de Sénégalais de diaspora qui ne sont pas bancarisés là où ils sont aussi. Même aux États-Unis, qui n'ont pas de papier. Bon, on va... En Italie, peut-être qu'ils sont, mais aux États-Unis, majeure partie, si tu n'as pas les papiers, tu n'es pas bancarisé. Bon. Donc ces gens, il faut les exclure un peu. Et pourtant, ces gens-là ont beaucoup d'argent. Paradoxe. Paradoxe. Vous avez insisté sur la communication, ce que tout le monde peut-être bon semble croire. Et en même temps aussi, on peut vous le concéder. Mais il y a 2 économistes sénégalais, notamment Chérif Salif Sy et c'est mon mentor. Voilà. C'est un grand monsieur. Chérif Salif, c'est un père, c'est un mentor. Voilà. Vraiment, c'est un grand monsieur. Et le professeur Ndiaye. Ouais. Les deux Ahmed Ndiaye qui ont dit qu'en vérité, la diaspora bonne peut être une initiative extrêmement importante. C'est vrai. Mais il faut d'abord qu'il y ait une campagne d'explication. Donc ça rejoint un peu ça, c'est un aspect. Mais le second aspect également, il faut selon eux, il faut qu'il y ait possibilité qu'eux-mêmes appréhendent les réalités du terrain pour peut-être maintenant s'engager à mettre peut-être un peu une partie de leur épargne justement dans ces campagnes. Tu sais, parce que nous qui sommes aux États-Unis, qui ont fait les États-Unis, il y a 90% des Sénégalais qui travaillent aux États-Unis ont de l'épargne.
Mais vu que leur situation n'est pas régulière... Non, je dis ceux qui travaillent, travaillent légalement. Qui travaillent légalement, oui. Qui travaillent, qui ont des papiers, ont de l'épargne. Ok. Donc la cible, elle peut être atteinte. Ouais, ces gens-là ont de l'épargne. Ok. Qui l'ont mis dans le 401k, qui cotisent et qui des fois même cotisent plus pour pouvoir avoir plus d'épargne, plus d'argent à la retraite. Oui. Donc, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont de l'épargne. Cette épargne-là, ils peuvent l'investir aussi. On peut toujours le cash out. Mais, il faut que les gens soient informés et qu'il y ait aussi des systèmes de ramification de banques de correspondance qui peuvent leur dire, quand tu vas à ta banque, ou tu vas faire cash out de ton épargne, que tu peux acheter ces obligations sénégalaises. Parce que ce pas les gens, ce sont les banques qui vont faire toutes ces opérations. Oui. Okay. Donc il faut des banques de correspondance. Vont se substituer donc voilà, il faut des banques de correspondance et tout ça. C'est pas un Sénégalais lambda qui va venir. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, et ça, on le saura justement qu'à la levée des fonds, c'est-à-dire quand on fera les sommes, voilà. On a atteint telle somme ou à tel niveau. D'une boutique, là, on comprend. Ok. Mais alors, que peut faire le numérique et la digitalisation? Donc c'est du numérique, c'est de la digitalisation. Justement, quand maintenant un autre monde également est en train de s'ouvrir, c'est-à-dire c'est le champ du numérique et le champ justement de la digitalisation. Ouais. C'est pas trop tôt pour peut-être nos économies qui sont encore à la lisière du formel, de l'informel? Je dis que maintenant, c'est le seul levier. Seul et unique levier. C'est le seul levier. Maintenant, qu'est-ce qui vous le fait dire? Sur quoi vous vous appuyez pour le... je vais te dire simple. Le problème du Sénégal, c'est un problème d'argent. Ah, les Sénégalais et l'argent. Non, c'est le problème du Sénégal, c'est un problème. Et le problème du monde, c'est un problème d'argent. Comment faire pour financer l'économie? Oui. Oui, comment faire? Pour financer l'économie. Tout à fait. Maintenant, soit on taxe, ou soit on a des champs de pétrole ou de gaz, des mines, on a des dividendes. Plus en quoi? Comment dirais-je, la création monétaire. Donc il y a que ces trois que nous avons, des dons que vous aurez, ou l'investissement direct d'un pays qui vient investir, des gens qui viennent investir chez toi. Mais toutes ces choses-là, on a essayé ça au Sénégal. Mais ça n'a pas donné les résultats. Sauf la création monétaire. Il n'y a eu jamais de création monétaire dans ce pays. Et bon, on va parler cru. Quand vous dites création monétaire, ça veut dire qu'il y ait une institution qui frappe la monnaie. Ouais. Mais tous les pays du monde le font. Tous les pays du monde le font. Mais nous sommes dans un ensemble beaucoup plus... Oui, c'est pour cela. C'est ce qui fait que donc on ne le fait pas. Mais tous les pays du monde le font. J'ai besoin de monnaie, j'ai besoin de faire ceci. Je crée de la monnaie et je le fais. Mais pourquoi créer de la monnaie alors qu'on a une monnaie? Non, attends. Quand on dit créer de la monnaie, ça veut dire que quoi? J'ai besoin de 100 000, je crée 100 000 et je règle mon problème de 100 000. Et vous injectez ça dans l'économie? C'est voilà. Ok. Maintenant, les jeunes se créent de nouvelles vocations, inventorient peut-être de nouveaux destins en se disant, tiens, c'est par le biais de la digitalisation, c'est par le biais du numérique. Mais vous avez vos références académiques justement sur la digitalisation et le numérique. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre aux Sénégalais, aux jeunes Sénégalais, dans ce champ qui est encore pour l'instant clos, parce qu'ils ne comprennent pas un peu les enjeux de la numérisation et de la digitalisation? Rien ne peut se faire sans le digital maintenant. Oui, mais maintenant, comment et pour que vous le compreniez, il y a ce qu'on appelle Cyber Physics System. Cyber Physics System veut dire quoi? Tout ce qui se trouve dans le système doit utiliser l'Internet pour se faire. Exemple, personne ne peut plus acheter, 80% des gens achètent et vendent avec quoi? Leur téléphone. Même la vendeuse de cacahuètes maintenant utilise Wave et Orange Money pour percevoir. Donc, le truc passe par quoi? Par le digital. Maintenant, quand tu vas dans les champs même, ils mettent des capteurs pour regarder s'il y a assez d'eau. C'est le digital. Les vaches maintenant, on met des trucs dans les vaches puces pour les localiser. C'est le digital. Donc, rien ne peut se faire dans ce monde maintenant sans ce qu'on appelle Cyber
physique, système. Donc, le monde est digitalisé. L'économie mondiale est digitalisée. Et l'argent a changé de forme. L'argent est devenu digital. Ok. C'est dématérialisé. Merci. Et maintenant, la BCEAO est en train même de changer avec l'interopérabilité qu'elle va mettre le 30. Ok. Le 30 septembre. Septembre prochain. La BCEAO va devenir une fintech. Oui. Comme une start-up. Elle va devenir une fintech. Maintenant, si le monde est en train de changer, il faut suivre le mouvement. Mais l'État doit être digitalisé. Et le principal problème de ce pays, c'est ça. C'est la réforme digitale. On en parle, on en parle. Et je l'ai dit, je l'ai écrit hier. Comment au Sénégal, on n'a pas un ministre de l'économie numérique? Au moins un secrétaire d'État à l'économie numérique. Parce que l'économie numérique, ce n'est pas de la tech. Le ministère des télécommunications et du numérique, ce n'est pas la même chose. Ça ne devrait pas loger. Non, du tout. Du tout. Les télécommunications. Les télécoms, c'est un support. Alors que si vous voulez en faire un levier. C'est un levier de développement. De développement. Il y a les finances digitales, il y a la finance digitale, il y a les stablecoins, il y a les monnaies numériques de banque centrale, il y a le speed trading. Mais tout ce qui se passe dans le monde maintenant, c'est dans le monde digital. Mais est-ce que là, vous vous adressez quand même aux nouvelles autorités qui ont quand même le pouvoir de décision, non? Ah, mais on l'a déjà fait. Oui. La première formation des cadres du PASTEF, c'était le digital comme levier de développement. Ok. Et ça, c'est avant qu'il n'arrive au pouvoir. C'est avant qu'il n'arrive au pouvoir. Vous reconnaissez quelques figures déjà qui sont en ce moment voilà, dans... Ah, c'était le président de la République qui avait dirigé les travaux. Ah, il était là. C'est lui qui avait dirigé les travaux. Très bien. Donc, ils savent. Oui. Peut-être que bon, ils ont une autre agenda et que je respecte. Ouais. Mais moi, en tant qu'économiste, je suis dans l'économie numérique, je dis que le numérique est le seul levier. Parce que tout est numérisé. Vous fondez sur peut-être ce qui a fait marcher l'économie américaine ou bien l'économie des pays émergents pour dire peut-être on peut dupliquer cela au Sénégal avec les forces et les faiblesses justement de notre économie, de notre pays, devrais-je même dire. Le leader mondial en ce moment, c'est la Chine. Oui. Et toute l'économie chinoise est numérisée. Un Chinois, quand il sort de chez lui, il a besoin de son cell phone. Tout ce qu'il fait, de son cell phone. Tout ce qu'il fait, il le fait avec son cell phone. Okay. Ils n'ont que 3 systèmes de paiement. Les 2 étaient privés, c'était WeChat et Alipay. Oui. Le gouvernement chinois a mis un autre, le yuan chinois, qui est le digital yuan. Et maintenant, ils ont que ces 3 systèmes de paiement qui, dans ce ombre-là, l'interopérabilité chinoise. Ils savent que maintenant, à partir de cette interopérabilité chinoise, mais le gouvernement chinois maîtrise toutes les transactions en Chine. Et selon vous, cette tendance, elle est lourde. Elle va retourner dans le monde. Mais l'euro sera digitalisé l'année prochaine. Trump a fait une loi sur les stablecoins. Il est allé à l'encontre de Biden. Biden voulait une monnaie numérique de banque centrale avec FedNow. Il voulait que la Federal Reserve soit une fintech. Trump a dit non. Il veut le donner au privé. Il va vers les stablecoins. Il a mis, comment dire, le Genius Act. Les Européens ont voté le MiCA, Market Asset. Je rappelle que JDD reçoit donc Dr Seydou Bokoum, directeur scientifique du laboratoire de recherche économique et monétaire. Vous parlez de la Chine, de l'Europe et de l'Amérique. Ça, c'est des grands ensembles. Mais quand on revient chez nous, le Sénégal, c'est 13 millions d'habitants. Et parmi les 13 millions, combien y a-t-il d'actifs? Si bien donc, peut-être, sur la base de la taille des marchés, nous ne sommes pas partants pour peut-être voilà, cette compétition-là. Autrement dit, il faut pas qu'on voit ces choses sur cet angle. Ok. C'est pas un problème de taille ou de nom. Ou de marché. Ou de marché. Docteur, on en était sur justement les tailles, le marché et peut-être aussi la profondeur, voilà, pour apprécier un peu peut-être l'arrivée du numérique et de la digitalisation. Et vous étiez en train de citer donc le cas de la Belgique, qui est un pays de petite taille,
avec peu de population, mais qui aujourd'hui rayonne sur le plan économique au plan international. Ouais, vous voyez, ils sont que moins de 20 millions. Oui. Et regarde, l'argent qui circule en Belgique, la masse monétaire est de 700 milliards d'euros. Regarde toute l'Afrique occidentale, française, l'UMOA. 350 millions d'habitants. Tu sais combien? Non, pas l'UMOA, je parle de la CEDEAO. Seulement de l'UMOA. L'UMOA, 140 et quelques millions d'habitants. D'habitants, vous avez raison. Il n'y a que 74 milliards d'euros de circulation. Mais... Regardez. Oui, je vois. Et si l'argent ne circule pas, les gens n'ont pas accès à l'argent, comment voulez-vous développer ces pays-là? Par contre, l'exemple que vous citez de la Belgique, c'est que c'est un pays également qui a travaillé d'autres ressorts de ses potentialités en disant nous pouvons être peut-être bon, voilà, une capitale de l'Europe. Nous pouvons peut-être bon, concentrer l'ensemble des institutions européennes à Bruxelles et dans d'autres villes. Justement, je crois que ça, c'est des ambitions que la Belgique a nourries. Mais nous l'avons. Le Sénégal, le Sénégal ne nourrirait pas peut-être bon, des ambitions qui tendraient à fédérer un certain nombre de pays africains en étant la capitale d'un certain nombre de multinationales ou peut-être même de filiales de multinationales chez nous, comme à Nairobi, comme à Addis Abeba. Nous avons la BCEAO qui est là. Nous avons fait une nouvelle maison pour la Banque mondiale, aussi à Diamniadio. Oui. Nous avons l'OCI ici. Oui. Nous avons pas mal de choses. Le problème, c'est quoi? On n'a pas de création monétaire. Il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays. Tant que la banque centrale ne joue pas son rôle et qu'on ne règle pas les critères de l'UMOA, on sera toujours dans la même chose. Dans la même chose. Le digital, c'est parfait. Mais du digital, il faut de l'argent. Et maintenant, il y a une nouvelle loi qui s'est créée avec le MICA en Europe. Et le Genius Act aux États-Unis, qui favorise ce qu'on appelle les stable coins. Le gouvernement pourrait utiliser ce stable coins comme moyen de financement de l'économie. Parce que ce stable coins, c'est une monnaie complémentaire, mais internationale. Qui cohabiterait avec donc, le CFA. Avec le CFA. Ce sera un CFA. Et ça ne fait, il n'y aura pas de problème. Ce sera du CFA. Ce sera complémentaire au CFA. Si on fait un digital ZOF, ce sera une monnaie complémentaire au CFA qu'on pourra utiliser sur le plan international. Oui. Et qu'il n'y aurait pas de problème. Et ça va permettre aussi, la première chose, à tous ces gourgourles de Sénégalais qui partent voyager, ils vont payer avec leur monnaie locale. Ok. Ça va permettre... Quel avantage ça procure? Il n'y aura plus de transfert. Il n'y aura plus d'échange entre l'euro et autre chose. On n'aura plus de devises alors? Mais ce problème sera réglé. Tu n'auras plus besoin de devises pour... Tu vas passer directement par les crypto-markets, le marché des cryptos. Automatiquement... Oui, mais ça bouleverse un peu peut-être bon, nos schémas de pensée, parce que même les réserves d'échange, on les aura plus. On n'en aura pas besoin. Ah oui? On n'en aura pas besoin. Tu sais, ces trucs-là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de disparaître avec la digitalisation. Les gens vont acheter dans leur monnaie locale. Ok. Il y a des projets comme le Nexus, qui est dirigé par Ben Dyson, ou 70 pays, ils n'achètent que dans la monnaie locale. L'Inde, le Pakistan, non, la Philippine, comment dirais-je, il y a certains pays d'Asie, Hong Kong, Taïwan, beaucoup de pays asiatiques achètent dans leur monnaie locale en ce moment. Vous n'aviez pas influencé un certain opposant qui disait à Ziguinchor que ce serait possible de créer une monnaie à partir de la région de Ziguinchor? Non, ça, je pense que c'est le ministre de l'économie qui avait le projet, Abdourahmane Sarr, qui avait vraiment le projet de monnaie
local à Ziguinchor. Oui. Et ça répond un peu à votre préoccupation. Ouais, ça répond, ouais. Moi, je pense que oui. les stablecoins vont jouer effectivement ce que veut jouer une monnaie locale. Maintenant, comment susciter l'engouement des gens? Parce que vous savez, les Sénégalais ou les Africains de façon générale, le rapport à l'argent est un rapport physique. Ouais. Si c'est dématérialisé, voilà, ça, ils ne sont plus dans les schémas. Le problème, c'est que c'est ça, wallet. C'est ça, un portefeuille électronique. Okay. Et quand tu as ta portefeuille électronique, ça pourra te permettre que... Prenons un exemple simple, banal. La BNDE ou la Poste crée un wallet Poste qui s'appelle wallet de Poste. C'est ça. Avec monnaie de CFA. Wallet, c'est valise. Ouais, non, wallet, je veux dire wallet électronique. C'est ça, je vois. Je veux dire... portefeuille électronique, quoi. Oui. Ce qui veut dire que donc, comme genre Wave ou Orange Money, au nom de la Poste, tous les Sénégalais ont ça dans leur téléphone. Ce mode-là. Ouais, ce mode dans leur téléphone. Maintenant, avec ce truc-là, il est greffé un stablecoin, une application qui pourra permettre aux Sénégalais, partout où il est dans le monde, il pourra acheter et vendre sans pour autant passer par la BCEAO ou autre marché, ou autre système. Vous voyez? Oui. Donc, c'est une façon comment dirais-je, d'avoir un système alternatif. Et ça va régler aussi le problème de quoi? Les gens n'auront plus besoin de prendre d'échanges en sortant du pays. Le temps file pour nous. Mais une question justement sur le retrait d'un certain nombre de grands cabinets d'audit. Vous en dites quoi? Quel cabinet exactement? Par exemple, le cabinet Ernst & Young a décidé de quitter l'Afrique. Ouais, le cabinet Pricewaterhouse. Oui, mais parce que le problème majeur, c'est que tout ce qu'il faisait, les gens n'auront plus besoin de ça. L'intelligence artificielle est là. Oui, mais qu'il décide de... Voilà. Oui, mais parce qu'il y a... C'est-à-dire que la rentabilité baisse pour nous. Évidemment, parce que le problème, c'est quoi? Tous les trucs d'analyse qu'il pouvaient faire, mais tout ça maintenant... Et ça a intégré effectivement le consensus de Washington. Les cabinets ont prospéré parce qu'ils avaient ça. Avaient le marché. Ils avaient ce marché-là. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, tous ces cabinets-là, tu n'as pas besoin de ça. Là. Et il suffit de donner toutes les données à l'intelligence artificielle. Il fait le boulot. Il le fait mieux que l'homme. Parce que c'est pourquoi tout métier en ce moment, qui est vertical, risque de disparaître avec AI. Docteur Seydou Bokoum était l'invité donc de JDD en ce 21 septembre 2025. Il a passé en revue un certain nombre de facteurs d'évolution de l'économie mondiale, mais en resserrant aussi son intérêt et son propos sur le Sénégal et la sous-région. Nous le remercions justement pour son large tour d'horizon et en même temps aussi pour sa grande expérience. Merci, je vous remercie de l'invitation, Mamadou Ndiaye. Et vraiment, c'est un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci beaucoup, à dimanche prochain. Et merci à Alain Ndiaye avec son équipe au niveau de la réalisation. À dimanche prochain. Donc c'est bon, il n'y a plus de Wolof.